Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Ici c'est Dr Antoine Nyongeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, on va échanger sur l'analyse de la corrélation. Nous allons vous montrer comment formuler votre question de recherche, votre objectif de recherche, vos hypothèses de recherche, et nous allons vous montrer comment tester les hypothèses de recherche. Et bien voilà, on va analyser ensemble la corrélation. Donc on vous montre d'abord, on commence par la définition de la corrélation, on définit la corrélation. On vous dit que la corrélation a fait essayer à analyser la relation entre deux variables et analyser la force et le sens de la corrélation parce que la corrélation peut être positive ou négative. On vous montre que le coefficient de corrélation varie entre moins 1 et plus 1. Et plus on approche 1 ou moins 1, donc plus la relation est forte, puisqu'elle peut être positive ou négative. Voilà, et puis on vous montre la question de la recherche à laquelle on veut répondre. Donc, comme question de recherche, elle est formulée en disant quelle est la relation entre vos variables x et y. Et par exemple, si on analyse la motivation et la rémunération, la question de recherche sera quelle est la relation qui existe entre la rémunération et la motivation, par exemple. Et puis, au niveau de la formulation de l'objectif, il faut dire que votre objectif de recherche est d'analyser la relation entre vos variables x et y. Et puis, comme hypothèse qu'il faut formuler, l'hypothèse née serait qu'il n'existe pas de relation entre x et y. Et puis, comme hypothèse alternative, c'est qu'il existe une relation entre x et y. Et puis, ce qu'il faut noter, que les hypothèses doivent être formulées sur base des travaux empiriques ou bien sur base des théories qui existent. En fait, ces théories-là doivent expliquer cette relation, comment cette relation donc, se matérialise. Sinon, vous pouvez trouver un coefficient de corrélation, puisque c'est juste les formules qu'il faut appliquer. Mais en réalité, ce coefficient ne signifie rien. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais spurious correlation. Donc, une corrélation qui est fausse ou qui n'existe pas. Par exemple, si vous analysez la consommation, par exemple, quand vous analysez le volume de consommation de l'alcool, par exemple, à Kinshasa, et puis vous faites la corrélation entre les naissances au Burundi, par exemple, donc, tu peux trouver qu'il y a une liaison. Est-ce que cette liaison vraiment existe? Donc, c'est pourquoi il faut faire attention. Il faut chaque fois avoir des travaux qui supportent, ou bien des hypothèses qui supportent votre relation. Parce que vous devez montrer comment la relation arrive ou se matérialise. Et puis, autre chose qu'il faut dire, c'est que il y a deux types de corrélation, donc deux façons d'approcher la corrélation. Il y a ce qu'on appelle la méthode paramétrique et la méthode non paramétrique. Et les méthodes paramétriques, normalement, ont des conditionnalités pour être appliquées et elles donnent de bons résultats quand les conditions sont respectées. Notamment ce qu'on appelle la normalité de vos données. Les données doivent suivre une distribution normale. Et aussi, pour d'autres tests, des fois, on exige qu'il y ait égalité de variance. Donc, ça veut dire qu'on doit faire les tests sur la normalité des données et aussi faire un test d'égalité de variance pour le cas, par exemple, de comparaison de moyenne, pour l'analyse de variance, par exemple. Et ici, comme dans la corrélation, nous allons tester juste la distribution normale pour voir si les données suivent une distribution normale. Et comme ça, alors, on va appliquer la méthode paramétrique de Pearson, le coefficient de corrélation de Pearson. Si les données ne suivent pas une distribution normale, on va utiliser on va utiliser une approche non paramétrique, donc qui ne pose pas de conditions sur la normalité des données. Et c'est ce qu'on appelle soit la méthode, le coefficient de corrélation de Spearman ou de Kendall. Donc, ce sont des tests non paramétriques qui normalement, ces tests-là ne fonctionnent pas sur les données brutes, mais calculent les rangs. Alors, ici, on va juste voir, on va tester et voir si les données alors suivent cette loi normale pour voir si on va utiliser le coefficient de corrélation de Pearson qui est un test paramétrique ou bien si on doit faire recours au test non paramétrique. Donc, on va voir étape par étape comment tout ça se passe. Donc, les données qu'on va utiliser, ce sont des données qui ont été collectées sur le site de la Banque mondiale.
Normalement, ça inclut les exportations, ça inclut les importations et les investissements directs étrangers. Donc, les données sont codifiées en anglais, FDI, Foreign Direct Investments, et puis et GDP, Gross Domestic Product, et aussi Export of Goods and Services, ou EXP, j'ai abrégé en méta XP. Donc, ce sont des données qui ont été collectées sur le site de la Banque mondiale. Donc, vous pouvez avoir accès à ces données. C'est pour les données de 2020 et en même temps, vous pouvez alors exécuter les tests tels que nous sommes en train de le faire. Mais ce qui importe, ce n'est pas vraiment son résultat, mais ces théories-là, ces travaux-là qui supportent ces relations. Parce qu'au niveau de la discussion des résultats, vous devez chaque fois discuter vos résultats par rapport aux théories qui existent ou bien par rapport aux autres résultats des autres recherches. Donc voilà. Ici, on a donné l'exemple de formulation d'hypothèses. Par exemple, on a analysé, formulé comme hypothèse nil de l'existence qu'il n'existe pas de relation entre la hausse des salaires et la motivation du personnel. Comme hypothèse alternative, on a dit qu'il existe une relation entre la hausse des salaires et la motivation du personnel. Donc voilà, j'ai rappelé qu'il faut avoir des théories. Ici même, j'ai rappelé quelques théories à rapport avec la gestion des ressources humaines. Ici, on a parlé de la théorie de la motivation de Vroom, et puis la théorie de la motivation de l'échange social, et la théorie de Herzberg, et la théorie du capital humain, etc. Donc, l'important, c'est d'avoir une théorie quand même qui va supporter alors ce que vous êtes en train de dire. Oui, la première commande que nous faisons, c'est d'importer nos données dans le logiciel. Et puis, nous avons besoin de Library Questionnaire pour pouvoir analyser les données manquantes. Et puis, on va analyser ces données manquantes parce qu'il est important d'analyser les données manquantes parce que si vous ne faites pas, il y a des tests qui ne peuvent pas être réalisés dans le logiciel. Par exemple, le logiciel ne peut pas calculer la moyenne d'une façon automatique quand vous avez des données manquantes. C'est pourquoi il est important d'analyser vos données manquantes. Donc, on vous dit que ça demande pour que cette commande-là, freq.na, correction, il faut la librairie questionnaire. Et puis, on va voir quand on va exécuter, on va voir par exemple le taux de répartition, en termes de nombre de données manquantes pour XP, c'est 57 pays qui représentent 21%, GDP 24 observations qui représentent 9%, FDI c'est 22 observations qui représentent 8% des données. Donc voilà, voilà, on va voir les premiers éléments. Les premiers éléments pour voir si réellement les données ont été bien importées dans le logiciel. Et la fonction head vous permet en fait de voir les premiers éléments. Et puis ici, il y a une petite erreur parce que corrélation a été mal écrite. Et puis alors on va corriger la corrélation comme ça. Donc on va voir les premiers éléments. Voilà. Et quant au traitement des données manquantes, normalement, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Soit on peut faire ce qu'on appelle l'imputation par la moyenne, ça veut dire qu'on va remplacer les données manquantes par la moyenne, ou bien imputation par médiane, ou bien ça veut dire remplacer les données manquantes par la médiane, ou bien le mode, etc. Mais nous, ici, puisqu'on a beaucoup d'observations, on a choisi juste de supprimer les données manquantes par la fonction na.omit. Donc ça va supprimer pardon, toutes les données manquantes ou les individus ou les pays avec les données manquantes. Donc pour 2020, c'est ça qu'on a fait, c'est ça qu'on a réalisé, c'est ça. Comme vous le voyez dans les commandes, la première chose à faire, c'est de procéder à l'analyse de la normalité de vos données. C'est très important d'analyser, de faire un test de normalité, puisque le choix entre les tests paramétriques et les tests non paramétriques dépend que les conditions en rapport avec l'utilisation de ces tests sont respectées. Et par exemple, ce qu'on appelle parmi les tests paramétriques, comme il y a la corrélation, il y a la régression, il y a les comparaison de moyenne, il y a par exemple l'analyse de la variance. Ce sont des tests paramétriques qui posent des conditions sur la normalité. Donc il faut que les données soient normalement distribuées et des fois sur l'égalité de variance. Donc ici, si ces conditions ne sont pas respectées, alors on doit utiliser un test paramétrique qui ne pose pas de conditions.
Pour le cas de la corrélation, nous vérifions juste la normalité des données. Et puis, si la condition n'est pas respectée, alors on va utiliser un test non paramétrique. Par exemple, en calculant le coefficient de corrélation d'Ospiamen ou de Kendall. Donc, ce sont des tests qui n'utilisent pas les données brutes, mais qui utilisent les rangs. Donc, voilà, alors, pourquoi c'est essentiel? Parce que si vous avez sauté ça, si vous n'avez pas fait ça, vous pouvez utiliser un test qui n'est pas correct. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention entre les tests paramétriques et non paramétriques, savoir quel test qu'il faut utiliser et expliquer pourquoi vous avez choisi d'utiliser ce test. Si on a utilisé le coefficient de corrélation de Pearson, c'est que les données sont normalement distribuées. Et si les données ne sont pas normalement distribuées, donc les résultats que vous avez, le coefficient que vous avez risque de ne pas être correct. C'est pourquoi chaque fois, dans la méthodologie de recherche, vous devez utiliser, plutôt vous devez justifier le choix de tel ou tel autre test. Vous devez dire pourquoi vous avez utilisé ce test et pourquoi vous n'avez pas utilisé tel autre test. Quelle est la raison derrière? Donc, quand vous maîtrisez ce que vous êtes en train de faire, vous devez alors utiliser un test correct pour avoir un résultat qui est correct. Donc, pour tester la normalité, dans l'introduction, nous avons vu qu'il y a deux façons de faire. Soit vous pouvez faire ça numériquement, ou bien vous pouvez faire ça d'une façon visuelle. Et, comme hypothèse nulle pour le cas de la normalité, c'est que les données suivent une loi normale. Ça veut dire que les données sont distribuées d'une façon normale ou suivent une loi normale. Alors, quand la p-value est inférieure à 5%, alors l'hypothèse nulle est rejetée. Mais quand la p-value est supérieure à 5%, l'hypothèse nulle n'est pas rejetée, donc nous concluons que les données suivent une loi normale. Mais quand elle est rejetée, ça veut dire que quand la p-value est inférieure à 5%, ça veut dire que les données ne suivent pas une loi normale. Ça, c'est très important. Avant de faire chaque fois un test statistique, il faut savoir l'hypothèse nulle que vous voulez rejeter ou confirmer ou infirmer. Sinon, un test ne sert à rien. Il faut savoir l'hypothèse nulle. C'est pourquoi je vous indique ici, dans le cas de normalité, que l'hypothèse nulle est que les données suivent une loi normale et que si la p-value est inférieure à 5%, ça veut dire que nous rejetons l'hypothèse nulle et nous confirmons que les données ne suivent pas une loi normale. Donc voilà, c'est très important de mentionner cela. Ici, comme vous voyez, nous avons ce qu'on appelle la librairie CAR. Normalement, cette librairie nous permet d'exécuter la commande qqplot. Donc, la visualisation avec aussi le graphique avec qqplot. C'est ça. Sinon, pour le chapitre test, il n'y a pas de librairie nécessaire pour exécuter ça. Alors, comme vous voyez que quand j'exécute chapitre test sans mettre option, nous avons d'exécuter le résultat qui est 2.2 exposant moins 16. Donc, vous voyez, pour changer ça, il faut utiliser l'option skippen pour avoir la fête en termes de chiffres complets et pas en termes de... Voilà, quand j'exécute la commande, ménager le chiffre complet. Donc 0,00, donc voilà le résultat 0,000022. Voilà, ce résultat est obtenu en activant option skippen égale 999. Alors, visualisons, testons la corrélation d'une façon visuelle. On va voir. Normalement, comme on vient de le dire pour le cas de la GDP, les données ne sont pas normalement distribuées parce que vous voyez que la p-value est inférieure à 5%. Et sur le graphique aussi, vous voyez qu'il y a des observations qui dévient en fait la ligne là. Donc, normalement, si les données étaient normalement distribuées, on devrait avoir une idée des données qui sont sur cette ligne horizontale que vous voyez. Je ne sais pas si c'est en bleu, voilà, c'est ça. Mais comme les données ne sont pas normalement distribuées, vous voyez qu'il y a des observations qui sont très loin, notamment 199, notamment 74, vous voyez là-bas. Donc, cela indique justement que les données ne sont pas normalement distribuées. Et c'est la même chose d'ailleurs pour toutes les variables que nous sommes en train d'analyser. Donc, c'est toujours le même cas. Donc, voilà. Voilà. Voilà.
Donc voilà, l'hypothèse nulle a été rejetée. Pardon, oui, l'hypothèse nulle de normalité a été rejetée. Alors nous disons que le GDP, donc ne suit pas une loi normale. Et puis c'est la même chose pour les exportations et c'est la même chose pour le FDI aussi. L'hypothèse nulle a été rejetée. Donc en conclusion, le test numérique et visuel conclut que les données ne suivent pas une loi normale ou ne sont pas normalement distribuées. Ça veut dire que l'implication ou la conséquence, c'est que je ne peux pas utiliser un test paramétrique. Ça risque de donner un résultat qui n'est pas correct. Parce qu'en fait, le résultat sera influencé par ces observations donc aberrantes ou qui s'écartent trop de la moyenne. Donc voilà, c'est ça la conséquence et c'est ça l'importance d'analyser si les conditions sont respectées ou pas. Oui, donc voilà. En fait, pour comprendre, il suffit juste pour calculer la moyenne. Imaginez quand vous avez trois individus, l'un ayant 20 ans, l'autre 21 ans, l'autre 50 ans. Quand vous faites la moyenne, regardez ce que vous allez trouver. Vous allez trouver que les 50 ans, ou celui de 50 ans va influencer le résultat de la moyenne. C'est ça, pour mieux comprendre. Voilà. Puis, vous voyez la commande round core. Normalement, la fonction en soi, c'est call. Quand vous avez des données numériques, quand vous faites call, donc la commande call, parenthèse, vous indiquez vos variables, normalement, le coefficient va être... Donc voilà, le moins -1 que vous voyez, normalement, c'est pour supprimer la variable, donc node country name, puisque dans la commande, la variable n'est pas quantitative, donc il faut la supprimer, c'est pourquoi j'ai mis -1. -1, c'est pour montrer que je supprime la variable, et puis vous voyez que j'ai spécifié exactement le type de corrélation que je dois utiliser. J'ai utilisé la méthode de Spearman. Le round là, c'est pour réduire les chiffres après la virgule, ce n'est que ça, parce que vous risquez d'avoir trop de chiffres. Donc, vous voyez dans le résultat, vous voyez quand on a fait le résultat, vous voyez pour interpréter une GDP, relation entre GDP et GDP c'est 1, GDP FDI c'est 0,77, GDP Expo c'est 0,97, et puis FDI GDP 0,77, FDI 1, FDI de export, c'est 0,77, etc. Donc c'est comme ça qu'on interprète. Mais des fois, tu peux faire juste pour des variables. Pour des variables, c'est ce que vous avez ici, donc c'est ce que vous avez, où on indique la base de données avec des variables à faire, parce que la fonction justement c'est call seulement, call. Mais il faut savoir si on utilise la méthode paramétrique ou non paramétrique. Par défaut, normalement, le résultat qu'on a, c'est paramétrique, donc Pearson, par défaut. Et même ceux qui utilisent Excel pour calculer le coefficient de corrélation, par défaut, la fonction Excel vous donne le résultat en utilisant la méthode de Pearson, par défaut. C'est ça d'ailleurs qui constitue en fait la méthode d'utilisation, l'analyse par Excel, parce qu'on a des fois les résultats par défaut. Donc, si vous n'utilisez pas vraiment ces tests, donc on va voir que vous allez voir que normalement le résultat risque de ne pas être correct. Nous devons spécifier alors que nous utilisons, quand nous utilisons la méthode non paramétrique, soit Spearman ou Kendall, puisque les données ne sont pas normalement distribuées. Donc, vous devez aussi justifier pourquoi vous utilisez Pearson ou pourquoi vous utilisez le résultat non paramétrique, l'approche non paramétrique, Spearman ou Kendall, puisque les données ne sont pas normalement distribuées. Puisque les données peuvent être contradictoires, vous pouvez ne pas trouver une relation en utilisant Spearman ou trouver une relation avec Pearson alors qu'avec Spearman, il n'y a pas de relation et conclure. Donc, la conclusion peut être erronée parce que vous avez utilisé un test qu'il ne faut pas utiliser. Alors, quand les données sont normalement distribuées, des fois, on est amené de passer un test de significativité de la corrélation. Et pour le test de significativité de la corrélation, ça veut dire du coefficient, ça veut dire qu'on cherche à savoir si réellement le coefficient de corrélation est différent de 0, est statistiquement différent de 0. C'est ce qu'on appelle le test de significativité de la corrélation. Donc là, on passe au test quand les données sont normalement distribuées. Sinon, si avec la méthode de Spearman, ce test-là ne peut pas être exécuté. Alors, pour le cas, on dit que l'hypothèse c'est que le coefficient de corrélation n'est pas significativement différent de 0.
Donc, vous voyez, quand on exécute, on a une p-value qui est inférieure à 5%. Ça veut dire que nous rejetons l'hypothèse nulle. Donc, vous voyez, nous rejetons cette fois-ci l'hypothèse nulle. Par exemple, vous pouvez trouver, par exemple, un coefficient de corrélation de 0,09 ou 0,05 ou 0,1, quelque chose comme ça. Quand vous faites le test, la machine alors va vous montrer que l'hypothèse n'est pas rejetée. Ça veut dire que le coefficient que vous trouvez dans ce cas, ce n'est pas vraiment un coefficient, il n'y a pas de corrélation. Si le test n'est pas rejeté, le test de significativité, vous avez une p-value supérieure à 5%, donc ça veut dire que l'hypothèse nulle n'a pas été rejetée. Donc le coefficient que vous avez n'est pas significativement différent de 0. C'est comme s'il n'y a pas de relation en d'autres termes. Donc, vous voyez, vous comprenez, faire un test, une analyse statistique, c'est pas vraiment savoir exécuter juste les commandes, mais c'est aller au-delà de savoir pourquoi j'utilise cette commande, pourquoi je fais ça. Par exemple, quand vous allez donner le résultat, quelqu'un qui sait vraiment comment analyser les données, il va vous poser la question de savoir si réellement un coefficient de 0,08 par exemple 0,9 est statistiquement significatif et est différent de 0. Alors là, vous ne saurez pas quoi faire. Et pour savoir ça, il faut montrer que vous avez fait un test de significativité pour voir si votre coefficient est statistiquement différent de 0. Sinon, il peut dire, voilà, puisque vous n'avez pas fait ce test, votre résultat vraiment, c'est pas différent de 0. Il n'y a pas de relation. Et alors, vous risquez d'être embarrassé comme ça. Alors voilà, on vient de trouver les résultats de la corrélation. On voit que d'une façon globale, il y a une relation entre ces variables. Donc, analyser la corrélation, en fait, c'est la base de faire d'autres tests tels que la régression. Puisque pour la régression, on analyse l'influence d'une variable sur une autre. Donc, s'il n'y a pas de relation entre ces variables, donc vous ne pouvez pas passer à un test de régression. Aussi, la médiation, c'est la même chose. Et puis aussi, ça va vous éviter d'avoir un problème de multicollinéarité quand vous mettez ensemble plusieurs variables qui sont très corrélées. Donc voilà, il y a des conclusions qu'on peut faire. Quand on fait la corrélation, c'est pas fini. Il faut aller au-delà pour faire d'autres tests tels que la médiation, la régression, etc. Alors, je pense que vous avez aimé cette vidéo. Alors, si vous l'avez aimé, il faut la partager, il faut l'aimer. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de le faire parce que nous allons partager d'autres tests statistiques qui vont vous intéresser. Alors, voilà, bye. Merci pour votre attention et votre visionnage.